invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et de la planète des marchés actions, notamment. Gilles Guiboud est à nos côtés, le responsable des actions européennes d'AXA IM chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Grégoire. Et Alexis Bossard nous accompagne également, gérant Actions Internationales chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Alexis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver messieurs. La question qui prévaut en ce moment, Gilles, si on se place dans cette hypothèse de plus en plus probable quand même, alors d'une suspension du conflit dans le Golfe qui permettra cette réouverture d'Ormuz tant attendue et promise de nombreuses fois par Donald Trump. Il y a toujours évidemment un petit doute jusqu'à la signature de ce protocole d'accord attendu vendredi en Suisse. Néanmoins, le marché anticipe depuis plusieurs semaines maintenant, et de plus en plus avec les dernières annonces, le marché n'a cessé d'anticiper quand même que ce conflit trouverait une issue et que le détroit d'Ormuz allait rouvrir. Si on se place dans cette hypothèse, quel est le monde qu'on découvre ou qu'on redécouvre du point de vue des marchés actions une fois que ce détroit est rouvert? Alors, en fait, on avait créé une sorte d'asymétrie avec un risque qui était que le détroit ne rouvre pas. Parce que quand on regarde d'un point de vue de la macro, en réalité, on avait mis une vraie hypothèque sur la croissance en Europe, mais plus généralement sur la croissance mondiale. Donc, la levée de cette hypothèque, effectivement, fait qu'on aura peut-être moins de révisions à la baisse à venir, des perspectives de croissance et des perspectives de résultats des entreprises. Parce que dans le cadre d'un conflit qui était quand même relativement court, il a duré 3 mois, on avait un certain nombre d'entreprises qui avaient été en mesure, par des stratégies de couverture, de ne pas subir ou de ne pas complètement... Pas prendre plein pot, plein fouet, les effets de la hausse des prix du pétrole ou d'autres matières premières. La prolongation dans le temps de la fermeture du détroit aurait mis à mal ses couvertures. Ces couvertures, elles seraient arrivées à terme, et en fait, elles seraient retrouvées dans une situation où finalement, elles auraient dû répercuter. Donc, en réalité, les marchés avaient parié, alors dans le cas présent, justement, qu'on arriverait à un terme, parce que tout le monde avait à y gagner, ou plutôt, tout le monde avait à perdre à ce que ça continue. J'entends. Donc, on signe un accord, fût-il mauvais, ou fût-il, en tout cas, pas suffisamment satisfaisant. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça permettait d'enlever le seuil de douleur qui commençait vraiment à arriver. À approcher, avec des stocks, des réserves stratégiques qui ont été consommées grandement et dont on arrivait au bout d'ici quelques semaines, quelques mois, en fonction des estimations. Qu'est-ce que ça implique du côté des marchés d'actions? Et la question étant, est-ce qu'on revient au playbook ou aux tendances sur les marchés d'actions qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre, à savoir plutôt une bonne performance du reste du monde par rapport aux actions américaines, et notamment quand on parle des actions américaine, on parle des grandes actions technologiques avant tout. Il faut se souvenir, janvier, février, et même la fin 2025, a été une période propice à la surperformance des actions européennes, des actions asiatiques également. Est-ce qu'on peut imaginer des effets de rattrapage à minima de ce point de vue-là? On peut imaginer des effets de rattrapage sur l'Europe parce que une raison très concrète, c'est que les entreprises européennes sont les plus ouvertes sur le monde. Pour l'indice européen, c'est environ 60% du chiffre d'affaires qui est fait hors d'Europe. Donc, ça fait de l'Europe le marché le plus cyclique. Et donc, si on améliore les perspectives macro, potentiellement, le plus grand bénéficiaire, c'est l'Europe. Maintenant, est-ce que pour autant, on va se détourner des États-Unis? Peut-être pas encore, parce que ce qui a soutenu les États-Unis, c'est avant tout la poursuite des révisions à la hausse des dépenses d'investissement par les grands hyperscalers qui ont à leur tour soutenu toutes les dépenses, tout l'écosystème, tous ceux qui participent à la création de ces infrastructures. Et force est de constater que quand on regarde la performance des indices américains, alors si on enlève ce qui a monté, forcément ce qui reste a bon monter, mais quand on retraite l'indice américain de toute la sphère IA, intelligence artificielle et énergie, parce qu'on a eu les prix du pétrole, en réalité, on se retrouve avec le reste du marché qui a une performance similaire à ce que fait l'Europe, une fois qu'on a enlevé l'IA. Donc on est à peu près à 2 ou 3% de hausse. Donc ça tend à valider cette idée que ce qui fait la performance d'une zone en particulier, c'est pas nécessairement la zone, c'est plus sa structure de marché.
Et si on va par là... La composition des indices européens, c'est un problème de composition d'indices et donc de tissu économique, plus qu'un problème de performance des entreprises européennes. Mais comme sur les 3 dernières années, tout le monde saluait la très forte performance de la bourse italienne. Oui. Bon, la bourse italienne a fait très bien. En réalité, c'est simplement parce que 48% de l'indice italien est composé de banques. Mmh. Donc en fait, on saluait la performance des banques, qui avait été le meilleur secteur sur les 5 dernières années. Et si on pousse le trait, aujourd'hui, le secteur, la zone la plus exposée à cette thématique AI, c'est la Corée, c'est le meilleur indice. Ouais. Donc la performance de la bourse américaine, est-ce que c'est le reflet de la santé de l'économie américaine ou simplement du fait que c'est le poids, le poids du thème du moment, quoi. Et l'importance de l'AI, effectivement, pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça change dans une vision globale, action internationale, j'entends, Alexis, la perspective de réouverture d'Ormuz par rapport aux dommages qui ont pu être subis par certains secteurs, certains segments de marché, certaines bourses, certaines zones économiques. Est-ce qu'il y a des effets de rééquilibrage, de rattrapage qu'on peut anticiper quand même avec la levée de cette hypothèque qui laissera des traces, j'imagine, mais qui permet quand même de rouvrir un peu l'horizon? Alors clairement, l'année de 2026 est une année où il y a beaucoup d'actualités. Ça bouge partout, que ce soit en géopolitique, que ce soit pour les banques centrales ou pour la thématique de l'IA. Mais c'est vrai que la thématique de l'IA par rapport aux réouvertures du détroit d'Ormuz, c'est un rouleau compresseur. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a vu par rapport à la performance des indices justement européens suite à l'annonce ce week-end de probable accord qu'on aurait sur un cessez-le-feu. La performance est à peu près flat. Depuis ce week-end. Pour autant, ça reflète donc des contrastes assez saisissants. On a effectivement les secteurs de l'énergie qui, eux, sont en baisse. Ouais. À l'inverse, les secteurs cycliques, liés à cette réouverture du détroit d'Ormuz, sont repartis en hausse. Je pense aux banques domestiques, d'une part, et le luxe, d'autre part, sont des secteurs qui, effectivement, ont tiré leur épingle du jeu. Après, si on prend ça, effectivement, dans sa globalité, l'Europe est vraiment une poche de diversification dans l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, l'IA est vraiment le rouleau compresseur qui alimente vraiment tout le narratif, les flux, et les performances. On parlait des performances du Kospi tout à l'heure. Si on prend juste, effectivement, par exemple, les US, si vous enlevez les 20 meilleures performances sur le S&P 500, aujourd'hui, on a une performance qui est 95% tirée par ces 20 sociétés. D'accord. À l'inverse, 495, aujourd'hui, sont sur une performance quasi stable. Donc ça, c'est un élément, et c'est un élément à prendre en compte. Donc effectivement, on peut se réchauffer, on peut être content de cet accord, à la fois sur le plan personnel, en tant que citoyen, et également en tant qu'investisseur, puisque sur la partie européenne, on pourrait effectivement espérer des légères révisions d'IPS à la hausse, ou en tout cas, les effets négatifs qu'on aura au Q2 seront logiquement, on l'espère, effacés sur l'ensemble de l'année. Mais ça ne va pas reléguer le thème de l'IA au second plan. Ça ne va pas abattre le thème de l'IA. Cette situation de réouverture d'Ormuz ne va pas changer ce point central qui est ce rouleau compresseur thématique qui est devenu l'IA aujourd'hui, multisectoriel, multigéographie, etc. C'est vrai que le narratif de l'IA, tant qu'on aura des annonces d'investissement par les hyperscalers et autres qui seront revus à la hausse, on aura effectivement un appétit qui va être confirmé sur justement cette tendance, sur ce marché adressable qui grossit, ses perspectives de croissance et ses révisions d'IPS qui effectivement tirent ces stocks à la hausse. Pour autant, par rapport à cette argumentation-là, il y a un peu comme un effet vase communicant. On l'avait vu, c'était fin du mois de mai, sur quelques séances, quand on a commencé à supposer qu'on arrivait peut-être sur un plateau sur la partie CAPEX IA, de facto, on a eu une réversion par rapport à des secteurs comme, je pense qu'on appelle généralement les AI losers, qui s'est inversée. Et ça nous a montré que la diversification que la poche européenne peut représenter serait intéressante. Ça veut dire que l'IA est un thème dynamique, mouvant. C'est un thème qui s'élargit aujourd'hui, c'est ça. Partant des investissements générés par les hyperscalers, on voit quand même que la performance boursière se trouve désormais ailleurs. C'est ça, Alexis? Il y a ça, et surtout l'Europe, contrairement à l'Asie et contrairement aux US, le biais IA y est bien moindre. Ouais. C'est soit Taïwan, la Corée ou encore les US. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait sur la performance, mais même sur la composition des indices. On a une surreprésentation, une hyper-concentration dont on a déjà parlé plein de fois depuis maintenant déjà plusieurs mois, qui finalement rend le biais trop important. Et quand on cherche un peu de diversification par rapport à cette thématique de l'IA, l'Europe, effectivement, peut cocher cette case. Et si on veut schématiser, en réalité, dans le thème de l'IA, c'est la croissance du futur. L'Europe, c'est la croissance présente. Puisque, en réalité,
On fait des investissements, les hyperscalers font des investissements aujourd'hui avec des rentabilités encore inconnues, mais qu'on espère importantes dans le futur. Mais la réalité, c'est que ces investissements, ça se traduit par des dépenses d'équipement. Et les premiers fournisseurs, ce qu'on trouve en Europe, c'est essentiellement des fournisseurs de palets de pioche pour cette IA. Et donc, on va retrouver toutes les sociétés qui sont liées à l'électrification ou des équipementiers semi-conducteurs. Donc, quelque part, l'autre trade la façon de représenter ça. Donc, c'est un Legrand aujourd'hui, c'est ASML, bien sûr, équipementier de semi-conducteurs, c'est Legrand, c'est Schneider, etc. C'est nos champions de l'IA aujourd'hui. Mais c'est la croissance future versus la croissance présente. Parce qu'en réalité, cet argent qui est levé sur les marchés au travers de ces levées de fonds très importantes, en réalité, il va s'investir. Donc, c'est des profits immédiats ou à venir, de manière assez proche, pour toutes ces entreprises européennes, alors qu'on peut trouver aussi ailleurs. Mais c'est vrai que l'Europe est plus présente sur cette thématique des pelles et des pioches, de l'IA, plutôt que sur ces sociétés avec des business models, on va dire, encore à inventer. On va parler du segment des logiciels que vous avez cité, Alexis, mais un mot sur la capacité à rentabiliser et à monétiser, comme on dit, ces investissements qui vont franchir assez vite la barre du $1 trillion annuel. En tout cas, c'est quand même les projections qu'on a. Et quand on est dans les projections faites par les analystes, on voit une convergence des cash flows des hyperscalers proche de 0, là, peut-être l'année prochaine, avant un redécollage en 2028. Et une génération justement d'un nouveau cash flow à partir de 2028 et des anticipations assez ambitieuses de ce point de vue-là. Avant de voir la rentabilisation de ces investissements, on va passer par une phase de guerre des prix dans l'IA. C'est ce qui se dessine, Alexis. Et là, je parle de la bataille entre des modèles, enfin des sociétés comme OpenAI et Anthropic qui sont en pointe aujourd'hui sur les modèles. On voit qu'il y a une gestion du prix qui peut être différente aujourd'hui d'une société à l'autre. Alors, c'est effectivement la thématique des prix va être importante, mais c'est vrai que c'est un monde qui bouge très vite, très fort, et on le voit pour les stocks. Par exemple, si on prend un peu de recul sur l'IA dans son ensemble, quand on en parle, effectivement, que c'est la thématique qui tire la performance, ça fait appel à finalement une multitude de sous-secteurs ou de valeurs qui, effectivement, dans le temps, n'ont pas eu la même performance. Si on se remet un an en arrière, on associait généralement l'IA à NVIDIA. Puis au GPU. Au GPU, exactement. Donc NVIDIA. Les pénuries de GPU, les pénuries de puces. On a parlé aussi effectivement des problèmes aussi associés à la disponibilité de l'énergie. Et puis dans un second temps, on a commencé à parler des autres goulots d'étranglement. Et finalement, les investisseurs, quand on regarde, c'est assez fou, mais on va de goulot d'étranglement en goulot d'étranglement. On chasse les goulots d'étranglement. Un peu comme des modes, exactement. On les chasse. On est passé par les mémoires, les semi-cap, les mémoires, donc SK Hynix, Samsung. Plus récemment, on a plutôt parlé des connecteurs optiques. Photonics. Exactement, tout ce qui est lié au photonique. On a eu pour ceux qui ont joué au Snake sur leur téléphone. Bien sûr, oui, sur le 3310 de Nokia, oui, bien sûr. On parlait de Soitec aussi, et c'est vraiment très récent. Donc Nokia Nokia fait un retour boursier spectaculaire sur la base de cette technologie, de ces technologies liées à la photonique. 10% du chiffre d'affaires, mais vous supposez, on en parlait juste avant, sur ce marché futur où on va petit à petit basculer d'une architecture qui sera beaucoup plus basée sur l'optique et les lasers et non plus sur le cuivre. Et donc pour Nokia, c'est 10% aujourd'hui, mais ça peut être 20, 30, exactement. 40% peut-être demain. C'est ça l'argument. Et on va acheter cette croissance beaucoup plus cher que la valorisation passée. Pour autant, ce qu'on peut se poser, et c'est là après toujours la question du retour sur investissement de ces CAPEX, c'est effectivement ces investissements vont devoir être dépensés et vont être utilisés, mais qui va payer à la fin? Et la question se pose aujourd'hui, surtout c'est le dilemme chez OpenAI. Donc on a eux qui sont face au client final. Exactement. On a un narratif qui est assez fort, qui s'auto-entretient avec l'IPO de SpaceX. On a Anthropic qui va arriver. On a également OpenAI. Plus récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement un passage de relais un peu entre ChatGPT, donc OpenAI, versus Anthropic. Anthropic aujourd'hui génère plus de chiffre d'affaires qu'OpenAI. Et la question se pose pour OpenAI, en vue de son introduction en bourse, de peut-être baisser ses prix pour regagner des parts de marché. Le problème, c'est auprès des entreprises notamment, c'est ça le marché cœur aujourd'hui. Le premier marché cible, c'est celui-là. Effectivement, si on synthétise, souvent on assume Claude et Anthropic plutôt au monde de l'entreprise, en particulier au coding, qui est le premier secteur de développement de l'IA, et à l'inverse, ChatGPT et OpenAI plus pour vous et moi, typiquement dans nos usages quotidiens. Et la question du prix par rapport aux pertes qu'ils font est un vrai dilemme, puisque si vous baissez les prix, vous allez creuser vos pertes. Et en perspective d'une introduction en bourse,
il y a peut-être un moment ou un autre, ça va peut-être coincer sur la question de la rentabilité et des retours sur investissement que l'on peut avoir auprès de ces acteurs dans les modèles. Ouais. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans la chaîne de valeur, on parlait des semi-cap, des acteurs électriques, on peut parler des mémoires ou autres, vont se retrouver à avoir, eux, une situation plus compliquée, mais ça pourrait quand même enclencher un narratif négatif, et ce narratif négatif, compte tenu d'une surpondération et des flux qui sont massivement exposés à cette thématique-là, c'était là où on peut être constructif sur d'autres secteurs, sur l'Europe, mais pas que. On peut parler des autres sous-secteurs comme les AI losers, qui pourraient en bénéficier, puisqu'il y aura un effet de rebalancement de vases communicants. Ouais. Bon, comment on reste exposé à ce thème de l'IA sans prendre le risque de se brûler les ailes, parce qu'on voit bien que c'est un thème inflammable, le sujet de la bulle est discuté en permanence, donc on peut en parler bien sûr, Gilles, mais la question pour un professionnel de la gestion d'actifs, c'est comment on reste dans le thème en calibrant un risk-reward acceptable au regard des contraintes qui vous sont fixées, notamment. Je pense qu'on reste toujours marqué par ces premières années professionnelles. Je trouve que j'ai commencé en 97, 98 sur le marché action. Tout allait bien à l'époque. Tout allait bien. Et quelque part, je retrouve quelques similitudes. Ouais. Et la leçon que je tirais de ça, c'est qu'à l'époque, mon responsable disait « tout ça c'est trop cher, faut pas en avoir ». Et la réalité, c'est que en fait, dans beaucoup de sociétés de gestion, c'était le cas. Ouais. Et la réalité, c'est... Décembre... Pardon, Gilles. Greenspan, décembre 96, prononce l'idée d'exubérance irrationnelle des marchés. C'est la seule fois de sa carrière qu'il en a parlé, c'était en décembre 96. Et la réalité, c'est que la bulle ceux qui sont sortis du marché à ce moment-là, en réalité, ont été 4 ans, mais même 2 ans. Et la réalité, c'est que on a quand même des comptes à rendre vis-à-vis des indices, qu'on aime ça ou pas, et que 2 ans, c'est trop long. Donc, la leçon que moi j'ai retenue de ça, c'est de dire oui, on peut être conscient des exagérations, des risques à venir, parce qu'effectivement, on voit bien qu'à un moment donné, les investissements ne monteront pas jusqu'au ciel. Néanmoins, on a quand même des profits sur ces sociétés qui vendent les pelles et des pioches, qui aujourd'hui sont réels. Et donc, pour l'instant, ça... et c'est quelque chose de solide, et donc différent de 2000, de ce point de vue-là. Ça ralentira. Et derrière, de toute façon, le thème de l'électrification, il restera, parce que c'est pas uniquement... de l'IA. C'est pas que l'IA. Il y a une question d'indépendance pour l'Europe, notamment, très importante. De changement de mode de production. Donc, on pourra avoir une correction à un moment donné. La question, c'est que vouloir sortir trop tôt, quelque part, ça peut coûter. Donc, c'est de dire, on accompagne la hausse, on prend régulièrement des profits, et on va se diversifier sur des choses qui nous semblent offrir des rendements risques plus raisonnable. Et on cherche à se décorréler le plus possible du thème de l'IA. Qu'est-ce qu'on cherche en termes de réinvestissement, justement ? Possiblement. Alors, aujourd'hui, c'est assez simple, puisqu'en fait, il y a une telle vague qu'on voit bien les secteurs qui sont complètement délaissés. Mm-hmm. Alors, le secteur, on va dire, le plus évident, même s'il est mal aimé aujourd'hui, le secteur de l'alimentation. Alors, dans l'alimentation, là encore, il faut faire de la sélection de titres. Tout n'est pas bon à prendre. Il y a d'autres thématiques au sein du secteur de l'alimentation qui peuvent être en place avec la thématique du GLP-1. Voilà. Mais néanmoins, nouveaux modes de consommation, etc. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que on a un certain nombre d'acteurs dans ce secteur qui aujourd'hui se valorisent sur des niveaux qui sont proches de leur moyenne de long terme, voire inférieurs, et avec des niveaux de croissance qui sont pas sensiblement différents des taux de croissance du secteur sur longue période. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un secteur qui croît quand ça croît bien, ça croît à 3 ou 5%. Ouais, c'est ça. Donc, un peu plus que la croissance mondiale, quoi. Voilà. Et donc, si on est sur ces acteurs-là, quelque part, on sait qu'on est sur un secteur qui est plutôt délaissé, avec, on va dire, une pomme qui ne tombera pas très loin du pied. Ouais, j'entends. On sait à peu près ce qu'on a, et donc, les déceptions, s'il y en a, elles ne seront pas énormes. Donc, on sait ce qu'on a. Le secteur des utilities, on a un certain nombre d'acteurs de services régulés, avec des croissances qui sont, pour le coup, supérieures à la moyenne historique, parce qu'aujourd'hui, on a ces besoins d'investissement qui sont importants, et on a des valorisations qui sont proches des moyennes historiques, à peine supérieures, alors qu'on a des taux de croissance supérieurs. On a une régulation qui leur... Donc là, il y a peut-être un changement de profil pour ces boîtes-là, vous dites. Là, elles sont un petit peu plus de croissance, et pourtant, elles continuent à payer des dividendes. Il faut être clair, il faut être très attentif à la régulation à laquelle elles sont soumises, puisque les régulateurs ne vous protègent pas tous de l'inflation, ne vous protègent pas tous de la hausse des taux. Mais là encore, c'est le travail du gérant d'identifier les meilleurs régulateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, les 2 meilleurs régulateurs, c'est très clairement le régulateur anglais et le régulateur italien.
qu'à l'inverse, le régulateur... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, les meilleurs régulateurs ? Parce que en fait, les formules de rémunération d'investissement, elles intègrent l'inflation et la hausse des taux. D'accord. Donc, c'est parfaitement indexé à ce qui se passe. Donc, c'est indexé à ce qui se passe. Alors que quand vous êtes sur les autres pays européens, c'est pas toujours. Soit vous n'avez pas l'inflation, soit vous n'avez pas les taux. Donc voilà. Alors après, ça, faut pas exclure qu'on puisse avoir des augmentations de capital parce qu'il y a des investissements. Mais tant qu'on a une régulation qui est favorable, c'est très bien. Et ensuite, il y a tout le travail à faire sur les AI losers. Parce qu'effectivement, on a eu des compressions de valorisation qui sont vraiment extrêmes. Donc les médias, les logiciels... les services informatiques avec des valorisations qui sont parfois à un chiffre. Et oui, on va utiliser les AI, mais on aura quand même besoin de personnel pour implémenter cette AI. Tout ne va pas disparaître. Quand vous avez un logiciel d'entreprise qui est transversal, avant de changer votre logiciel d'entreprise, vous allez y penser à 2 fois. Et les taux de croissance, quand on voit ces sociétés-là, elles ont un niveau de récurrence de leur chiffre d'affaires qui est monstrueux. On est à l'ordre de 80%. Et les entreprises ne vont pas abandonner ces acteurs-là. Alors, on peut se poser des questions sur leur modèle de pricing, mais néanmoins, on a aujourd'hui des valorisations qui sont... j'ai certains noms en tête où on est à la moitié de leur valorisation de long terme. Oui, c'est value, quoi. Donc on est... value. Ce qui fait que dans un environnement où en plus les taux sont un peu remontés, avoir de la value, c'est pas mal. Alors on payait plusieurs fois le chiffre d'affaires sur ces boîtes-là. Au sommet de l'enthousiasme pour le logiciel, on payait plusieurs fois le chiffre d'affaires de ces boîtes-là. Donc on partait peut-être de niveau de valo aussi un peu. Mais aujourd'hui, on se retrouve à payer des 12 fois, là où on payait plutôt des 25 fois. Bon, sur les AI losers, c'est un thème de stock picking aujourd'hui, Alexis. Comment on fait la distinction entre une victime de l'IA qui va s'en remettre et même qui va peut-être retourner la situation d'avec une victime de l'IA qui restera peut-être victime de l'IA, parce qu'il y en aura, j'imagine. Je suis complètement d'accord avec Gilles. On a un biais quand même en Europe d'être un peu plus discipliné ou peut-être notre prudence par rapport à l'IA, mais c'est assez marrant d'avoir ces contrastes entre l'appétit assez effréné sur le momentum IA aux États-Unis versus peut-être en Europe où on est plus à regarder les chiffres et où les 100 fois le chiffre d'affaires d'un SpaceX effectivement pose question. Pour ce qui est des losers IA, il y a eu plusieurs éléments comme ça qui étaient assez... il y en a 2 qui sont positifs. Le premier, c'était le sous-segment de la cybersécurité. Si on prend les Palo Alto ou même un acteur français comme Walix, quand on a eu les premières annonces du modèle Mythos, on a le secteur qui effectivement a tout de suite il a pris un pain, il a dit arrêter, comme l'ensemble du secteur software, avec l'idée qu'on allait avoir des alternatives qui seraient codées, modelées par ces modèles. Dans un second temps, on s'est rendu compte qu'avec le projet Glasswing, qu'on allait collaborer Mythos avec les éditeurs de logiciels pour détecter leurs failles, mettre les patchs adéquats et après continuer à proposer les solutions et la maintenance associée pour leurs clients. Et de facto, on a vu tout ce segment de la cybersécurité qui est revenu sur ses plus hauts, même sur des plus hauts d'avant même publication du modèle Mythos. Donc on a déjà sur la partie cyber des éléments que je trouve encourageants. Le marché a changé de perception et de vue sur les perspectives. Le statut a changé. Et quand le statut change, on parle d'un statut qui change sur 1 mois, 2 mois, et le swing, il est vraiment violent. Le deuxième, c'est aussi dans les usages. On parlait tout à l'heure de ChatGPT, on était plutôt sur un usage de requêtes, un peu comme un Google Search, mais amélioré. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'agentique AI, donc un agent qui, de lui-même, travaille, génère des requêtes et génère des volumes de data. Et pour ça, c'était les propos de Satya Nadella, d'une part, mais aussi de M. Wang, sur le fait que ces agents-là, ils vont questionner vos logiciels, votre Bloomberg, votre FactSet, votre SimCorp, pour pouvoir avoir du contexte, avoir finalement une data qui soit beaucoup plus pertinente pour pouvoir offrir des réponses à la requête que vous lui donnez. Et pour ça, il est obligé d'utiliser les logiciels dont je viens de vous parler. Il y a des protocoles qui vont cerner ça, le contexte, et gérer la data pour qu'elle soit utilisée à bon escient. Mais pour autant, et on l'a vu aussi pour les bourses, par exemple LSEG, London Stock Exchange, également son statut, on commence à se questionner sur le changement de perception qu'on a, puisque l'agentique AI serait finalement non pas quelque chose qui pourrait disrupter les logiciels, mais serait même créateur de plus d'activité, de plus de volume, de plus de croissance. Donc là, on parle de ceux qui maîtrisent la donnée, qui ont la donnée exactement. À disposition. Ou même les logiciels dont on parlait juste avant, un logiciel verticalisé, je pense à un américain comme Viva, ou qui est transverse à toute une entreprise, il y a vraiment généralement des données critiques, un usage qui est critique, et vous ne pouvez pas du jour au lendemain
même en termes de maintenance et de coûts associés à la maintenance de ce logiciel qui serait fait sur mesure, quelque chose qui paraît finalement non pertinent pour la plupart des grands groupes. Et ça, c'est une bonne source d'équilibre dans un portefeuille, enfin pour le thème IA, avec la partie infrastructure, pelle et pioche, etc., qu'on peut pas totalement délaisser, mais d'aller se replonger effectivement dans cette partie technologique aussi, des logiciels, ça apporte un équilibre et une diversification aussi dans une stratégie. Si on est discipliné vraiment par rapport aux valorisations, typiquement, nous, c'est ce qu'on a fait. Peut-être qu'on le fait trop tôt, mais quand on voit parfois, on parlait peut-être de Nokia ou d'autres acteurs qui sont vraiment revenus sur des niveaux de valorisation qui sont bien trop élevés pour nous, on parle de 45 fois, 50 fois, etc., avec des hypothèses de croissance qui sont déjà elles-mêmes tirées vers le haut. Ambitieuses, Toute inflexion sur les CAPEX pourrait nous amener à se réintéresser, c'est ce qu'on disait, des valorisations dans le software qui sont tombées à 12 ou 13 fois le PE, alors que la croissance, si on parle juste de croissance d'IPS, les hypothèses pour l'instant n'ont pas été revues en baisse. Autant les IPS ont été revus fortement en baisse pour les semi-conducteurs et une grande partie de la performance de ce secteur, elle est méritée. Mais pour autant, pour les softwares, il n'y a pour l'instant pas de dégradation des IPS. Les résultats du terrain ont montré des croissances encore à la hauteur des années précédentes. Exactement. Pour dire les choses. Et si je prolonge même, il y a un acteur comme dans les IT Services, c'est assez rigolo, Capgemini, pour ne pas le citer, français, c'est une large cap. C'est marrant, on a l'impression que c'est une source de financement pour les hedge funds sur la patch. Pourquoi ? Parce que vous avez des small caps IT Services qui vont parfois se payer 20, 30, 40% plus cher, alors même qu'elles sont moins liquides, et parfois même que la performance de la croissance serait moins de futur, et qu'on a un acteur comme Capgemini qui paraît incontournable, et qui lui-même, par rapport à beaucoup de grands groupes complexes, va vraiment être plutôt un apporteur de solutions à la mise en place de tous ces agents IA au sein des structures dont on fait partie, et qui pour nous, en tout cas on pense qu'à 8 fois le PE, clairement, qu'est-ce qui manque ? Présente une opportunité. Je finis votre phrase, Alexis. Capgemini. Qu'est-ce qui fait que le marché traite encore Capgemini ainsi, et qu'est-ce qui peut faire demain que le marché justement switch et re-rate ou ramène un peu une valorisation supérieure sur un titre comme Capgemini ? Nous, on pense qu'il y a le temps, d'une part, et il y aura après les flux. Effectivement, les marchés sont vraiment tirés par les flux et aujourd'hui jouent négativement sur cette part, on va dire, facile, short, tout ce qui est AI loser, donc software, IT services. Mais un acteur comme Capgemini, ce qui était intéressant, c'est que même par rapport à la macro et la réouverture du détroit d'Ormuz serait un élément favorable pour un acteur qui reste malgré tout cyclique. C'est justement de voir cette accélération de cette croissance de revenus que l'on voit déjà dans ces chiffres depuis maintenant 3 trimestres de suite. Et on pense que à travers le temps, et ça sera donc un 4e trimestre, un 5e, un 6e, un moment où cette accélération à la fois de la partie revenus et également l'amélioration des marges va prouver que, alors même qu'on pensait qu'il y aurait de la pression sur les prix, un acteur qui est aujourd'hui en train de nous dire qu'il va augmenter ses prix de 3 à 4% et qui est normalement disrupté par l'IA, j'ai du mal à comprendre comment il est en mesure de passer ces hausses de prix. C'est dingue. Le montant, la quantité de preuves et d'évidence qu'il va falloir fournir de la part d'un... Non mais quand même, de la part d'un acteur comme Capgemini pour démontrer au marché sa capacité à profiter de l'IA, comme vous dites, c'est plusieurs trimestres consécutifs d'amélioration, d'accélération qu'il va falloir générer. À côté de ça, c'était quoi l'autre jour ? Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était Valeo dans les équipements automobiles. On a construit un refroidisseur pour data center. Je ne sais même pas si c'est 0,1% de leur chiffre d'affaires. Le stock prend 20% sur l'annonce, quoi. C'est-à-dire que le marché a à la fois la capacité à mettre un 20% sur quelque chose qui pèse rien aujourd'hui dans l'activité de Valeo, est capable de punir longtemps une boîte comme Capgemini qui arrive à démontrer trimestre après trimestre quand même que pour l'instant les chiffres sont encore au rendez-vous. Après, un catalyseur qui fait que le marché pourrait tourner, c'est, et c'est pas le scénario aujourd'hui, mais si on devait avoir une poursuite ou une continuation de la hausse des taux, parce que en réalité ça viendrait favoriser les values au détriment de la croissance, soit des titres dits grosses. Et à ce moment-là, on privilégie les cash flows présents au détriment des cash flows futurs. Et on pourrait avoir ce rebalancement. D'ailleurs, les taux n'ont pas beaucoup baissé depuis compressant la réouverture d'Ormuz. C'est quelque chose qu'on a bien senti en Europe, où l'an dernier, on a eu des taux qui ont continué à plutôt remonter. Bien sûr. Ça ne s'est pas vu aux États-Unis. Mais si effectivement on devait avoir à un moment donné des taux qui se tendent pour une raison ou pour une autre, ça pourrait être un déclencheur pour opérer cette bascule, pour revenir vers les titres d'e-value. Bon, un mot aussi peut-être le débranchage des modèles d'Anthropic
qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion en tant qu'investisseur, gérant d'actifs, par rapport à l'évolution et à la capacité à un moment peut-être de voir des États prendre un peu le lead aussi sur la gestion de ces modèles. Je pense qu'on revient sur un thème qui, pour le coup, est important en Europe, mais qui est celui pour lequel on a eu un certain nombre de fonds qui se sont lancés. On en avait lancé un dernier, qui était un beau succès, qui est celui de la souveraineté. Si effectivement, on s'aperçoit que demain, vous implantez une solution basée sur Anthropic et que vous pouvez être débranché du jour au lendemain, ça pose des questions. Mm-hmm. Et donc, ça rappelle l'importance d'avoir un certain niveau d'autonomie. De ce point de vue-là, l'Europe est très en retard. En étant gérant action, on est forcément optimiste. Et on se dit qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire, et que de ce point de vue-là, l'Europe, aujourd'hui, traite avec une décote, à juste titre, parce qu'il y a un risque politique. Ouais. Mais cette prise de conscience d'un besoin de souveraineté, en réalité... Ah ça, la prise de conscience, oui, on en parle, oui. Il y a une prise de conscience, il manque les actes. Il manque les actes, on est d'accord. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui se font, c'est lent, c'est au rythme européen. Et c'est quoi la bonne stratégie? Parce que est-ce qu'on est autonome stratégiquement en mettant tout sur un modèle et en faisant le pari que Mistral AI servira ou répondra aux besoins des entreprises européennes essentiellement, suffisamment en tout cas pour être compétitif, concurrentiel, etc. Ou est-ce que c'est une stratégie risquée aussi de se retrouver d'une dépendance à l'autre, d'une certaine manière? Ça veut dire que on ne doit pas être lié à un modèle, et que l'intelligence, elle ne se trouve pas dans le modèle, elle se trouve dans la façon dont on exploite le modèle. Ah, oui. Et que du coup, encore une fois, le modèle n'est intelligent que des données qu'on lui fournit. Et garbage in, garbage out. Et c'est là où aujourd'hui, quand on fait cette analyse sur les softwares, en réalité, et on a un certain nombre de sociétés, notamment, je pense à une société dans la communication, ce qui fait la différence, c'est la capacité à maîtriser la donnée. Mm-hmm. Si vous avez la donnée, vous avez l'intelligence. Et ensuite, vous avez un modèle qui est peut-être un peu moins bon, un peu moins optimisé, mais néanmoins, c'est ce qui fait l'intelligence. Bon, la question de la souveraineté, alors elle se décline à travers toutes les dimensions possibles et imaginables, mais à travers la dimension numérique, notamment, Alexis. La souveraineté numérique, et bon, c'est le forum Vivatech en ce moment à Paris, donc on ne peut pas se réjouir effectivement de tout ce qui est mis en place en termes de volonté, et sur le fait justement de créer des solutions de souveraineté numérique européenne. Clairement, ce week-end, ce qui s'est passé nous renforce dans cette conviction-là. Moi, effectivement, en tant que gérant d'actifs, on est souvent plutôt à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et on commence à entendre une musique quand même de plus en plus forte sur le passage aux actes. Donc c'est un thème investissable. C'est plus juste une fable politique. Il y a suffisamment d'évidence, de preuves, de choses solides pour qu'un gérant d'actifs, qui lui gère un risque aussi, puisse investir réellement et s'engager dans ce genre d'investissement. Sur des applications de données, et les plus critiques, c'est la défense, la santé, tout ce qui est l'ordre du domaine public. C'est là où effectivement on a à développer des solutions alternatives, des solutions souveraines. Pour les usages grand public ou parfois industriels, tout dépend le côté critique de la donnée ou des éléments que vous allez partager sur le cloud ou sur des infrastructures numériques. Néanmoins, l'exemple du Danemark au moment du souci avec le Groenland et les États-Unis a décidé quand même de basculer toute son infrastructure cloud en Linux, donc en open source, plutôt que de rester sur Azure. Donc c'est les points critiques qui doivent être souverains, c'est ça? Exactement. Ouais. Et ça, c'est une initiative qui a été prise par le Danemark, mais elle est suivie. Je pense aussi, on parlait tout à l'heure dans les télécoms, le fait de retirer les Huawei ou ZTE du marché européen, des antennes relais. Sûr. Il y a quand même des éléments qui Et ça date, ça fait déjà quelques années. Et en termes de régulation, le DMA et le DSA, c'est un élément de souveraineté. Bon. C'est dire qu'est-ce qu'on fait de nos données. Et dans l'idée que les évidences qu'il y a aussi derrière le narratif des actes, donc je crois que c'est Berlin, les services à Berlin ont sorti Palantir des fournisseurs de solutions, donc la boîte américaine et la DGSI hier, en faisant le choix de ChapVision, qui est une entreprise européenne de ce point de vue-là. Pas facile, j'imagine, de se priver des services d'une entreprise comme Palantir au regard des années de succès qu'elle a déjà derrière elle, en travaillant sur des sujets avec des services de renseignement un peu partout dans le monde. Mais il y a quand même, cette étape se fait au fur et à mesure.
Merci beaucoup, messieurs. On va continuer de nous parler d'innovation, de souveraineté dans un instant avec les invités des trophées de l'innovation de LBPM. Alexis Bossard était à nos côtés, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management, et Gilles Guiboud, le responsable des actions européennes d'AXA IM chez BNP Paribas AM.